Faut-il aller sur Thales? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va s'intéresser aujourd'hui aux spécialistes de la défense française. Donc vous savez que c'est un marché porteur. Les catalyseurs, ce sont les hausses de dépenses d'armement en Europe. Et donc Thales va en profiter. Donc le marché a clairement anticipé tout cela, puisque à partir du début d'année 2025, le cours a commencé à être arraché à la hausse. Donc depuis, ça végète un petit peu, hein, autour des, donc il y a eu un petit pic ici, mais on est plutôt autour des 250 €. Ça plafonne un petit peu. Je pense que le marché est dans l'expectative par rapport, à l'exécution, en réalité. Donc les carnets de commandes se sont bien remplis, mais maintenant il faut délivrer côté, Thales et donc ça veut dire aussi avoir les infrastructures de production qui permettent de délivrer. Donc on a eu la publication, le 22 juillet. On est sur un cours qui a quand même dévissé, hein, à l'ouverture. Alors, il y a une hausse. Bon, je suis pas je ne sais pas lire les bougies, et cetera, et c'est pas très intéressant en réalité. Ce qu'on peut voir, c'est que le marché a quand même, finalement pas apprécié la publication. Bon, alors j'ai pas analysé la publication en détail. Je fais pas en fait, les analyses de publication en détail quand ce ne sont pas des titres que j'ai en portefeuille ou qui sont dans les secteurs de titres que j'ai en portefeuille. Moi, je suis plutôt à l'écart de la défense à cause, des de ceux dont je viens de parler, puisqu'en réalité, on est sur des marchés qui sont maintenant sur une industrie qui est plutôt spéculative. Maintenant, il va falloir que la croissance promise soit délivrée et ça, pour moi, c'est la spéculation. C'est pour ça que je suis plutôt à l'écart du secteur de la défense. Autre facteur qui me fait être à l'écart du secteur de la défense, c'est que c'est évidemment un marché qui est hyper régulé. Il y a un historique aussi de corruption, hein, dans la défense. C'est pas toujours très clair. Il y a une forte présence étatique. C'est pour ça que je suis plutôt à l'écart du secteur. Si c'est pas un critère qui vous fait tenir à l'écart du secteur, ça peut être, tout à fait, intéressant de s'y exposer. Alors, donc ça, c'est pour, l'évolution récente, on va dire, et pour le cours qui a plutôt été mal reçu. Alors, on va regarder l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, ce qui est bien dans Coifin, dans l'agrégateur que j'utilise, c'est qu'on a les publications assez rapidement, hein. Ça a été publié hier, on a déjà le chiffre d'affaires qui est indiqué ici. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en médiane, on est sur 6,5 % de croissance sur 10 ans. À juin 2025, sur 12 mois glissants, on est à 11,2 %. Donc finalement, la croissance se matérialise, hein. On délivre plus qu'avant. On a plus de croissance que, on va dire, sur les trimestres passés. Alors, par rapport aux quelques derniers trimestres, c'est à peu près dans le même, niveau. Par contre, ça a accéléré depuis, décembre 2023. Bon, je pense qu'on est reparti maintenant sur une entreprise qui a plutôt un profil de croissance, plus qu'un profil, plutôt valeur, de fonds de portefeuille tel que c'était le cas avant. Alors ici, je suis un peu surpris par le niveau des acquisitions qui sont cumulées. Donc ce graphique-là, c'est la somme de toutes les acquisitions effectuées par l'entreprise depuis 10 ans. On est à 43 milliards. La capitalisation boursière, elle est à 49 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme part qui vient des acquisitions, mais en général, enfin ça veut dire aussi que l'entreprise a beaucoup d'écarts d'acquisition dans son bilan. Et à mon avis, ça veut aussi dire qu'elle a beaucoup déprécié des écarts d'acquisition. Quand une entreprise acquiert d'autres entreprises, elle enregistre la prime qu'elle paye, donc l'écart d'acquisition qu'elle paye par rapport à la valeur de marché de l'entreprise achetée au bilan. Chaque année, l'entreprise doit vérifier que les acquisitions, qui ont été effectuées délivrent les résultats escomptés. Moi, quand je vois ce niveau d'acquisition par rapport à la market cap, je pense que Thales a dû déprécier des écarts d'acquisition, ce qui veut dire qu'il y a des acquisitions qui ont été faites trop chères et qui n'ont pas délivré les résultats escomptés. Donc attention, petite alerte là-dessus, ça veut aussi dire qu'ils sont peut-être pas très bons en fusion-acquisition, hein, chez Thales. Donc à garder en tête quand même. Donc on est sur une croissance qui est organique et en même temps, une croissance externe, hein. Depuis les quelques derniers trimestres, on n'a pas d'acquisition notable à signaler, peut-être quelques-unes, des petites, mais rien d'énorme comparé à ce qui s'est passé, ici, là, entre septembre 2023 et septembre 2024. Là, il y a eu une grosse acquisition. Si vous en savez plus, dites-moi en commentaire, hein. Moi, je ne connais pas les fondamentaux du dossier. Je m'arrête au quantitatif parce que j'ai beaucoup de dossiers à suivre. Donc moi, je vous propose des mises à jour quantitatives et si vous avez plus d'infos, avec plaisir pour les partager, dans les commentaires de la vidéo. Bon, croissance globale en hausse, ça, c'est pas mal. Quand on fait de la croissance, on veut que les taux de marge augmentent. Ça veut dire qu'on gagne des parts de marché, qu'on est mieux positionné concurrentiellement, qu'on descend la courbe d'expérience. On voit que le taux de marge brute, au début de la période, il est à 24%, actuellement il est à 26%, donc on n'a pas fortement augmenté le taux de marge brute.
Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le taux de marge d'EBITDA, donc plutôt le taux de marge opérationnel, lui a bien plus augmenté, hein. Il est passé 10%, 10,5 à 12,8, ce qui est pas mal, hein. Donc, eh bien, on peut dire que côté Thales, ils arrivent à faire des gains de productivité, des économies d'échelle, etc., de l'efficience opérationnelle pour améliorer le taux de marge d'EBITDA. Donc ça, c'est très bon. Le taux de marge net, lui, c'est un peu moins bien, mais attention que sur l'outil qui est utilisé ici, ils prennent en compte l'exceptionnel. Donc là, il y a potentiellement de l'exceptionnel, hein, qui s'est passé. Donc ça peut être de l'exceptionnel cash ou non cash. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le taux de marge de free cash flow. Et là, on voit qu'il est beaucoup plus élevé. Donc ici, en fait, c'est de la dépense non cash qui a affecté les résultats nets. Mais si on regarde les free cash flow, régulièrement, ils sont même quasiment au niveau du taux de marge d'EBITDA. Donc c'est plutôt bien, hein, plutôt bien. Donc moi, ce que je vois sur les taux de marge de Thales, c'est que finalement, même si c'est une société un peu étatique, un peu bureaucratique, etc., c'est pas si mal géré quand même, hein, c'est pas mal. Allez, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets. Alors, on va voir d'où ça vient, mais en fait, il faut l'imaginer de cette façon, c'est que quand on est sur un business qui est en croissance organique plutôt faible, donc une entreprise qui est plutôt mature, elle n'a plus besoin d'injecter beaucoup de cash dans les opérations, donc via les dépenses en capital pour faire croître l'appareil productif. Donc structurellement, elle se met à dégager des free cash flow. Bon, maintenant on a vu que le profil commence à changer pour Thales, hein, vu qu'on a changé complètement de taux de croissance et qu'on a des carnets de commandes qui se remplissent. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que la dépense en capital augmente pour Thales et donc que les free cash flow viennent recoller aux bénéfices nets petit à petit. Est-ce que Thales a BFR négatif? Oui, 5 milliards de BFR négatif, donc ça c'est excellent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise est payée en avance par ses clients avant qu'elle ne doive payer ses fournisseurs. C'est bien ça, parce que ça veut dire que vous avez du cash pour financer vos opérations sans, donc vous n'avez pas besoin de vous endetter ou d'avoir du crédit pour financer les opérations quotidiennes, par exemple, financer les stocks. Donc là, vous êtes financé directement par vos clients et ça dit aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire que l'entreprise, dans le positionnement par rapport à ses clients et ses fournisseurs, elle est du bon côté du rapport de force. C'est elle qui impose les délais à ses clients et à ses fournisseurs. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui est puissante, on va dire, dans sa chaîne de valeur. Ça, c'est excellent. Est-ce que ce BFR est en amélioration? Oui, en plus, c'est de plus en plus négatif. Donc ça, c'est de plus en plus excellent. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus être financé par ses clients. Très bien. La dépense en capital versus les dépréciations amortissements. Donc là, on voit que sur la dépense, on va enlever ceci. Hop. Sur la dépense en capital, elle a été plus basse que dépréciation amortissement depuis 2020. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que ça vienne recoller, voire que ça remonte au-dessus des prestations amortissement. Donc, on prend l'approximation qu'en fait, si vous avez des CAPEX équivalents des prestations amortissement, ça veut dire que vous maintenez votre appareil productif. En dessous, ça veut dire que vous le réduisez, et au-dessus, ça veut dire que vous l'agrandissez. Bon, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils agrandissent leur appareil productif et du coup que les CAPEX augmentent. Ça, c'est quelque chose à suivre. Est-ce qu'il y a du other non-cash items? Ici, il y en a pour moins 2,6 milliards. Donc ça, quand c'est en négatif, c'est-à-dire que c'est une dépense cash pour le coup. Et ça, bon, je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Il faut aller dans les tableaux de flux de trésorerie pour savoir, pour reconstituer la donnée. Alors, pour valoriser Thales, si on veut être plus juste avec ce que gagne réellement l'entreprise, il faudra utiliser les free cash flow. Sinon, vous pouvez utiliser les EBITDA, évidemment. Surtout si l'entreprise est endettée. Parce que si vous regardez le price to free cash flow, vous comparez la capitalisation boursière, donc le prix des capitaux propres, évalué par le marché, face à ces free cash flow. Mais vous ne tenez pas compte de la dette. Si vous prenez la valeur d'entreprise, c'est capitalisation boursière plus dette nette de l'entreprise, donc vous tenez compte de la dette. Plus une entreprise est endettée, évidemment, plus elle est risquée. Donc voilà, le motif de valeur d'entreprise sur EBITDA est, à mon sens, toujours le plus pertinent pour valoriser les entreprises. Mais ce n'est que mon avis personnel. On va regarder le rendement des capitaux investis. Donc ça, c'est une rentabilité plutôt opérationnelle. En fait, on peut regarder le rendement des fonds propres, mais le rendement des fonds propres, il peut être boosté, entre guillemets, par de la dette. Donc, toujours comparer les rentabilités opérationnelles face au rendement des fonds propres, comme ça, on n'est pas biaisé par la dette. Donc, le rendement des capitaux investis, il tient compte de tous les capitaux qui sont investis, c'est-à-dire les fonds propres, mais également la dette. Ce qu'on voit, c'est que on était sur une médiane de 9,7 depuis 10 ans et maintenant ça augmente. Donc en même on était sur, on va dire depuis la période 2021, on était sur quelque chose d'un peu faible, hein, en dessous de 10%. Maintenant ça redécolle. Donc la rentabilité est en train d'augmenter pour Thales. Excellent. Excellent, excellent. C'est-à-dire que la rentabilité, enfin ça veut dire qu'ils sont mieux positionnés concurrentiellement, hein, tout simplement. Donc ils ont une meilleure rentabilité, sont plus efficients avec les capitaux qui leur sont confiés. Ils ont des coûts qui sont moindres, ils savent mieux utiliser les capitaux via des améliorations de process, etc. Donc c'est en augmentation et ça va permettre de générer des cash flows opérationnels en excès par rapport à la croissance. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la croissance quand même se reprend, donc il va bien falloir financer cette croissance. Mais si vous avez
une rentabilité qui est en hausse, eh bien, vous pouvez vous autofinancer, ce qui est plutôt bien. Alors, l'endettement, il est pas très élevé en fait, hein, honnêtement, 3,4 milliards. On a 2,7 milliards d'EBITDA. Donc, on est allé, 1,3 fois l'EBITDA en dette nette. Bon, c'est très bien, c'est pas un sujet la dette. Je suis pas sûr qu'ils veuillent, prioriser le remboursement, mais s'ils veulent rembourser prioriser le remboursement, elle va tomber assez rapidement. En termes de free cash flow, c'est à peu près même topo. Donc bah, très bien, hein, il y a pas de problème de dette. Elle a dû monter ici, peut-être que ça, c'est lié à une acquisition. Hop, ouais, en fait, alors il faut bien reconstituer les périodes, hein. Ici, c'est sur une année complète et ici, c'est sur des mois glissants. Donc il faut bien reconstituer la donnée, mais ici, en fait, c'est ça, hein, ça correspond à cette acquisition, la hausse de la dette ici. Donc voilà, ils sont de temps en temps, et là ici, c'est la même chose. Donc de temps en temps, ils sortent le chéquier pour faire des acquisitions. J'ai l'impression que les acquisitions, elles sont pas forcément créatrices de valeur. Ça, par contre, c'est un peu un bémol. Mais en tout cas, ils s'endettent. Ils n'ont pas besoin de s'endetter pour les activités, hein, vu qu'ils sont pour les activités quotidiennes, vu qu'ils sont à BFR négatifs. Donc ça, c'est très bien. Alors, la rémunération de l'actionnaire, c'est pas forcément un point fort de ce dossier, évidemment, puisque maintenant, en plus, on est sur une société de croissance. Donc 760 millions de dividendes versés sur 2,7 milliards de free cash flow. Donc c'est pas grand-chose, hein, c'est moins d'un quart, à peu près un quart peut-être. On est sur donc un dividende qui est pas très attractif à ce niveau-là. On est à moins de voilà, vous voyez, hein, le rendement d'actionnaire, il est à 1,8. Donc ça tient compte des actions qui sont rachetées ici. Donc 1,8, voilà, c'est pas fantastique, hein. Avant qu'il y ait tout ce nouveau profil de croissance, Thales, ça livrait du 3 de rendement de l'actionnaire, hein, donc ça, c'est pas mal. Il y avait des rachats d'actions. À mon avis, c'était, justifié de racheter des actions. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en faisaient de ces actions. Est-ce qu'ils les annulaient ou est-ce qu'ils les distribuaient aux salariés, aux managers, et cetera? Il faut aller regarder. Mais si ces actions ont été annulées, je pense que c'était pas une mauvaise idée parce que sur la période, là, on était sous-évalué. Maintenant, on commence à être surévalué, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ça a plus de sens de racheter des actions et ça tombe bien, ils rachètent plus d'actions. Donc, très bien, intelligent. D'ailleurs, même quand on est très valorisé, il y a plutôt intérêt à même faire des augmentations de capital pour profiter du prix élevé de l'action. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Donc voilà, rendement actionnaire à 1,8, c'est pas forcément très intéressant sur ce dossier, mais c'est pas pour ça qu'on est sur Thales. La valorisation, on va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA. Et voilà, on est parti dans les nuages. Donc, mais en fait, c'est difficile de se dire, on va utiliser cette médiane de 10,4, médiane 10 ans, parce qu'en fait, le profil a changé depuis 2024. Donc là, en fait, d'un côté, vous introduisez un biais qui est injuste par rapport au nouveau profil de l'entreprise. Donc si on se met sur un horizon de temps plus court, mais là, ça devient plus spéculatif. Bon, mais on est quand même toujours surévalué. Mais en fait, il faudrait regarder Thales dans une optique de croissance. Et là, bon, c'est pas du tout mon domaine. Moi, je fais pas d'action de croissance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux multiples historiques, on est surévalué. Par rapport à la croissance future, je n'en ai aucune idée. Conclusion du dossier de Thales. Donc oui, ça peut être intéressant. Oui, ça peut être risqué. Si on n'arrive pas à délivrer ce qui a été placé en carnet de commande, eh ben, le cours va dévisser assez violemment. S'ils arrivent à délivrer en continuant à engranger les commandes, bah là, ça va être très bien. Mais donc, il n'y a pas de marge de sécurité. En tout cas, ça ne correspond pas du tout à un investisseur value. Ça va correspondre à un investisseur croissance. Mais attention, il y a des risques, puisque s'il y a une publication qui est décevante, le cours va chuter assez rapidement, vu que le multiple commence à être élevé. Ce n'est que mon avis et je peux me tromper. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.